Dans le cycle de l'humanité adamique, au chapitre 8, intitulé Les signes de notre temps, le paragraphe intitulé L'angoisse contemporaine nous plonge directement dans le bain. Jean Faure commence par citer Paul Valéry. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Jean Faure commente. Les événements de notre temps, avec leur gravité, leur accélération et leur caractère destructeur qui s'avère sans précédent en l'ère chrétienne, depuis le flux des hordes barbares sur l'empire romain agonisant, et qui surpasse le souvenir des guerres de religion et de la révolution, n'ont pas manqué depuis un demi-siècle d'éveiller de nombreuses inquiétudes chez les plus illustres de nos contemporains et de diviser pratiquement le monde qui pense en deux fractions. Ceux qui croient au progrès et ceux qui n'y croient plus. D'ailleurs, jamais davantage qu'aujourd'hui, nous aurons vécu sous le signe du dualisme, et ceci sur tous les plans de la réalité, tandis que l'appareil officiel de la propagande des progressistes, que celle-ci soit d'ailleurs d'inspiration capitaliste ou communiste, pour employer les étiquettes en cours si discutables en leur essence, s'acharne à imposer au peuple du monde entier l'idée d'un progrès rectiligne et indéfini de la civilisation, soi-disant en route vers un âge d'or, aussi technocratique qu'indéductible. De plus en plus d'esprits doués de sens critique prennent conscience depuis le début de ce XXe siècle d'une évidence manifestement contraire. Que nous le voulions ou non, que nous soyons conscients ou abrutis, sceptiques ou enthousiastes, nous sommes tous embarqués dans cet étrange navire qu'est la civilisation planétaire de ce XXIe siècle. Nous sommes libres d'en parcourir les coursives, d'y hanter le bar ou la piscine, la salle de danse ou la bibliothèque, la salle de jeu ou la chapelle, de nous entretuer, de nous accoupler, d'y prier ou d'y observer les étoiles lorsque dorment les autres passagers. Mais quelques inquiétudes ne laissent pas de nous étreindre lorsque de trop fréquentes clameurs nous sommes informés que plusieurs officiers s'en disputent le commandement, qu'un certain nombre de ceux-ci semblent ivres ou aliénés, et qu'en fait personne à bord, malgré les communiqués rassurants dispensés aux passagers, ne sommes vraiment informés de notre route et de la configuration véritable des côtes hostiles que nous longeons. Où sommes-nous ? Où allons-nous ? S'obstiennent à se demander à voix basse certains passagers inquiets, paraît-il rétrogrades et réactionnaires, que l'optimisme délirant du journal officiel de bord semble ne pas convaincre. Autour de ces attardés, l'ensemble de la cargaison humaine paraît frappé d'amnésie. Personne ne se rappelle que plusieurs fois déjà le navire a subi des échouages hideux et n'a pas été remis à flot qu'à grand-peine. D'ailleurs, l'optimisme est obligatoire à bord. Récemment, un fou, un poète, espèce dangereux et inutile en voie de disparition, a récité devant un groupe de passagers une pièce en vers d'un certain Rimbaud, Arthur. Les officiers de bord ont aussitôt décelé dans cet acte une attitude d'intolérable anticonformisme et d'insubordination larvée. On a mis le poète au fer. Le poème s'appelait « Le bateau ivre ». On fait souvent référence à Jean Faure dans mes Apocalypses. Il était donc bon de citer quelques vers, paragraphes. Et face au désert précédent, et comme je vous le dis, je ne suis pas un réac conservateur. Ouais, Mandrill, t'es un réac. Ouais, t'es un conservateur, t'as rien compris. Mais oui, bien sûr, les réacs qui ne font que de réagir a posteriori, après coup, de la gauche et du progrès, qui, eux, ont le vent en poupe, et sont les premiers, font avancer l'humanité. Et nous serons une espèce d'encre. Nous retardons le monde. Nous sommes des arriérés, à défaut d'aimer les arrière-mondes. Alors, comme je vous le dis, je ne suis pas un conservateur. Je suis un préservateur.
et je recherche un monde. Alors, c'est parce que je suis né à ce moment-là, mais les années 80 pouvaient encore, dans cette dernière longue agonie de l'Occident, nous créer quelques pépites. Sont des sauvages, des primates. Ils ne pensent qu'à se battre. Allons, un peu d'indulgence. Leur histoire commence à peine. C'est vrai, à peine quelques milliers d'années. Oui, ils sont si jeunes. Accordons-leur une chance. Allons, faites silence. Voilà, nous sommes venus. Laissez-vous emporter. Mais loin l'idée de me laisser entraîner dans un élan nostalgique parfaitement identifié par Disney, Netflix et tant d'autres. Une sorte de cage, un piège de la pensée de la pop culture dans lequel s'engouffre le PNJ hypnotisé par son retour à l'enfance. Une sorte d'écologie malsaine du recyclage ad nauseam. Toute cette pop culture insipide, incapable de se réinventer, qui joue toujours la nostalgie des années 80, qui tente maladroitement, avec tout l'appui numérique et toute la technologie possible, cette ingénierie totale censée nous faire rebouffer du surgelé. Explorez avec moi maintenant un univers échappant à l'emprise numérique. Laissez-vous emporter dans un monde où la magie des anciennes caméras et de la pellicule vous transporte vers des courts-métrages d'une beauté et d'une inventivité inégalées. Un véritable antidote à la saturation numérique. Redécouvrez la richesse du passé cinématographique. Ici, en 1981, Chris Marker nous montre cet ovni où sur une plage près de San Francisco, des artistes avaient improvisé quelques sculptures éphémères, avions à hélice, kangourous ou vaisseaux spatial rudimentaires. Tel était le sujet de ce film de Barjo, Juncopia. where you'll hear jazz in all its colors. KJAZ Alameda. Je vais vous parler de Pierre de Lagarde, un érudit, historien, philosophe et poète à ses heures, mais disparu récemment. En 2022, Pierre de Lagarde nous quittait à 90 ans. Producteur et réalisateur de télévision, il a consacré sa carrière à la protection et à la valorisation du patrimoine architectural français, avec une émission culte des années 60, Chef-d'œuvre en péril. Précurseur engagé dans le sauvetage de nos trésors, de notre identité, de notre histoire, Pierre Lagarde était aussi un conteur, un vulgarisateur hors pair, qui nous faisait voyager jusqu'aux régions les plus reculées de France, à l'affût des pépites oubliées. Et là, je vous trouve ceci. Oui, avec Laurent Donchin, jeune, dont sa fougue pour l'art brut était déjà intarissable à l'époque. Laissez-vous bercer comme moi par ce météore de grâce et de rêve.
L'art naïf est un art individualiste et spontané. Il n'obéit à aucune règle et à aucun diktat. Il est l'expression privilégiée des autodidactes, lesquels nous donnent la vision pure d'une âme, non corrompue par les habiletés d'une civilisation frelatée. Art éminemment populaire, puisqu'il attire les foules, il reste suspect aux pontifes officiels. Le palais, réalisé en 1880 par le facteur Cheval, à Haute-Rive, est le symbole à la fois de ce triomphe et de cette indignité. Le facteur Cheval, c'est l'exemple type de l'architecte naïf. C'est ce que disait Malraux, d'ailleurs, la seule architecture naïve, peut-être au monde. Il a effectivement, lui aussi, en autodidacte, il a créé un univers extraordinaire fait de rêves, d'un syncrétisme de toutes sortes de civilisations qu'il avait connues à travers une culture orale ou à travers des gravures de magazines ou des photos trouvées par hasard dans les journaux. Mais l'artiste naïf ne part pas de rien. Non, il part de ses obsessions propres. Par exemple, il y a un thème du tombeau chez Cheval. Il y avait cette volonté de faire un palais à sa propre gloire pour laisser une sorte de pyramide bizarre, un temple, à la mémoire de son travail et pour montrer qu'un homme issu du peuple pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. C'est Laurent Danchin qui parle. Normalien, il est devenu un des spécialistes de l'art naïf. Tout au long de cette émission, il nous servira de guide pour comprendre une expression artistique dont la marginalité et la diversité risquent de nous désorienter. Comme Pierre Afzard, Fernand Chatelain est homme de la terre. Il exprime son monde du merveilleux par des figurines maladroites qui décorent la barrière de son F4 de banlieue. J'étais à la retraite. Alors, j'étais un petit peu désœuvré. Vous savez, quand on a travaillé pendant 30 ou 40 ans dans une exploitation, eh bien, on se trouve un peu désœuvré quand on lâche tout comme ça. Alors, l'idée m'est venue de faire des petites bricoles, comme vous voyez. Oui. J'ai commencé par un petit château dans Loussade que vous avez vu. J'avais vu ça en prenant de l'essence le long d'une route. J'ai dit, bien, je ferais bien une bricole comme ça chez moi, Oui. pour combler un petit peu le vide de la clôture. Et puis vous avez fait d'autres monuments. J'avais commencé par faire une pieuvre comme vous l'avez vu, et puis je l'avais agrémenté avec des grands tentacules, là, pour prendre autre chose, toujours pour prendre de l'espace. Oui. C'était toujours pour prendre de l'espace. Et pourquoi vous avez fait la tour de Pise? Ah, parce que j'avais de la place là, précisément, que je n'aurais jamais pensé dans ma vie. Alors, quand on était à Pise, l'idée me dit, moi j'en ferais bien une petite, moi, tour de Pise. Alors, je l'ai fait en petit, comme vous voyez. Oui. Elle a 3,50 m de haut, tandis que la tour elle-même, elle a 55 mètres. Et Venise? Ah ben Venise, nous sommes partis vers Venise, bon. Alors j'ai dit, pour que l'on prépare des Venise chez nous avec du formica, je ferais bien des gondoles, moi. Dites-moi, il n'y a pas que des copies de monuments ici, dans votre musée. Il y a des choses tout à fait étranges. Vous les avez trouvées, ces choses étranges? Les centaures. Oui. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire. Ah bon? Parce que dans des centaures, automatiquement, il n'y en a toujours qu'un. Alors, j'ai dit, je ferais bien un centaure comme le dictionnaire, là, moi. J'ai de la place. Et puis, en faisant, l'idée m'est prise d'en faire un deuxième. Madame Chatelain, vous n'avez pas été étonnée de voir votre mari faire des sculptures brusquement? Bon, non, parce qu'il fallait qu'il s'occupe. Il était tellement actif, alors il ne savait plus quoi faire quand nous sommes venus ici en 61. Alors il s'est mis à faire tous ces sujets-là. Oui. Mais quand il était agriculteur, il faisait pas tout ça? Oh ben, on avait assez de s'occuper de la ferme. Oui. Oh oui. Vous n'êtes pas étonné aussi des sujets qu'il sculpte?
Oh, certains. C'est un peu étrange. D'autres, hein, oui. Tels que les mariés. Oui. Oui. Ça vous paraît bizarre un peu? Oui, ça c'est ça qui me plairait le moins de tous les sujets. Tel est l'avis de Madame Châtelain. Mais qu'en pense notre spécialiste d'Anchin? Châtelain a fait un univers de création amusante, assez anecdotique en un sens, où je ne sens pas vraiment toute une vision du monde. Vous trouvez pas ça très sérieux? Non, mais c'est amusant aussi, c'est peut-être bien que ce soit une sorte de divertissement. La maison de Monsieur G est solide et carrée comme un blocos. En fait, elle est l'expression de la personnalité de son auteur, un ancien policier. Celle de Chaumont, perdu dans la forêt de Fontainebleau, est légère comme le vent, fluide comme la parole, c'est que son constructeur se veut prophète. Est-ce que votre œuvre délivre un message? Alors, il faut que je réponde. Au début, je faisais des prières pour avoir de l'imagination, je viens de vous le dire. Tous les matins, quand je me lève, je prends une partie d'un univers que j'ai dû perdre dans un autre monde, et je ramène ça à ma pensée comme une pile qu'on va recharger. À partir de ce moment-là, je peux ressusciter les morts, même si vous n'y croyez pas. En tout cas, vous voyez le résultat que ça a donné, vous voyez, mon imagination n'a pas de limite. Voilà, ça c'est pour le côté spirituel, le côté pensée, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, pour le corps qu'il faut traîner, ce qu'on appelle la bidoche, ça c'est 2 bouteilles de porto par semaine, 3 ou 4, j'en bois beaucoup de porto. Est-ce que néanmoins vous n'êtes pas un peu amer de voir que tout le monde ne reconnaît pas votre génie? Non, j'ai dépassé ce stade depuis très longtemps. Vous voyez, en ce moment, si nous avions eu des relations plus intimes entre nous, je vous aurais fait photographier des sculptures qui sont très fortes, qui sont mes dernières créations, et c'est ce qui me fait vivre. Je me lève le matin et je fais des choses incroyables. Vous voyez, je crois que j'ai écrit cette nuit, je suis en train de mettre à jour des formes qui n'ont jamais paru sur la Terre, vous voyez, c'est important. J'ai conscience de ce que je suis, j'ai pas ça qu'on me le dise. Quand je fais quelque chose, si je suis sévère pour les autres, je suis très sévère encore beaucoup plus pour moi. Et quand une pièce n'a pas d'âme, je fais tout ce que je peux pour arriver, je ne mange pas ou je travaille indéfiniment pour lui donner une âme. Est-ce que cette solitude où vous vivez n'est pas trop lourde? Elle a été très lourde, bien sûr. Parce que ce qui prouve que l'artiste est fort, parce qu'il résiste aux intempéries, il résiste à la solitude, il résiste au doute, hein, qui est toujours derrière vous, c'est très important. Maintenant j'ai vaincu tout ça, maintenant j'ai un public, j'ai beaucoup d'amis. Bon, mais l'hiver, vous n'avez pas trop froid? Pour avoir froid, il faut avoir le temps. J'ai conscience d'être ici un guide. Avant on disait un prophète, maintenant je suis un guide. C'est-à-dire, c'est un homme qui a fait des chemins, qui a parcouru d'autres chemins assez importants et l'a enseigné aux autres. Ainsi, vous voyez, je déposé des certificats d'études. Ici, le samedi et le dimanche, le dimanche, tout est plein. Les gens s'assoient sur une poubelle, un tronc d'arbre. Et je demande qu'on pose des questions et je réponds à toutes les questions que l'on peut poser, que ce soit des scientifiques ou des médecins. Ce qui prouve que je suis un guide. Hein? Je ne suis pas instruit des hommes, je suis instruit du ciel. C'est important. Parce que l'instruction du ciel est éternelle. L'instruction des hommes est passagère, c'est factice. C'est pour cette planète seulement. Tu comprends? Et que pensez-vous de Chaumont? Chaumont est un authentique artiste à mon sens. C'est un grand sculpteur qui a un grand sens des formes plastiques, qui insiste beaucoup sur le fait qu'il fait aussi de la musique, de la peinture, de la poésie. Mais c'est pas un vrai naïf, parce qu'au fond, il a appris. Ah si, pour moi c'est un vrai naïf. Il a fait effectivement les beaux-arts, mais il a un côté primitif, il vient d'une classe populaire, il travaille effectivement avec le rebut de la société, il a inventé des techniques, disons, pauvres au départ, et il a réussi à en tirer des matières assez extraordinaires. Et vous pensez pas qu'il fait beaucoup de cinéma? Si, comme beaucoup d'artistes. Dernière halte de notre quête à la recherche de la naïveté, voici la maison du Pic-Assiette à Chartres. Cette maison, c'est monsieur Isidore, votre mari, qui l'avait construite? Oui, monsieur. En quelle année? En 1928. Oui. Mais alors, comment a-t-il eu l'idée de la décorer ainsi?
Il a eu l'idée qui est venue tout d'un coup, quand on avait bâti 3 petites pièces, de décorer au lieu de mettre de la peinture ou n'importe, d'aller chercher de la vaisselle qu'il incrustait dans le ciment. Et vous, qu'est-ce que vous disiez? Mais ça lui semblait si beau que moi je ne disais rien. Mais enfin, quand vous avez vu votre cuisine ainsi envahie par des morceaux d'assiettes, même les chaises, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rien dit du tout, ça lui plaisait, il fallait que ça me plaise. Quand on aime un mari, travailleur, il faut que ça plaise. Dites-moi, Madame Isidore, suivez son mari? Non, la bonne femme, elle travaillait dans son truc, elle a travaillé à faire ses broderies, ses lingeries fines. Mais elle comprenait pas ce que faisait son mari? Ah, puis non, elle comprenait pas, puis elle voulait rien lui dire parce que c'est pas qu'il était original. Non, c'était un homme qui était plutôt sombre, il était pas très causant, pas très communicatif. Eh bien, sa femme le laissait faire. Mais les voisins, ils devaient être un peu étonnés quand même. Oh, si les voisins gueulaient, je m'en occupais pas. D'abord, je voisinais jamais. Quand je passais, les voisins, bonjour monsieur, bonjour madame, on rentrait chez nous, on travaillait, ça regardait personne. Oui, il était très secret, votre mari. Il faisait ça pour lui tout seul. Pour lui tout seul, pour nous deux. Qu'est-ce que vous pensez du Picassiette? Picassiette est plus qu'un simple bricoleur qui aurait décoré la façade de sa maison. Lui aussi était obsédé par la mort. Lui aussi voulait montrer qu'un homme parti de rien pouvait arriver à la notoriété. Lui aussi voulait représenter une certaine croyance, je crois, très profonde qu'il avait dans des thèmes religieux. Et d'ailleurs, tout son univers est assez austère. Pourquoi vous intéressez-vous tant à l'art naïf? Parce qu'il me semble que ces naïfs-là, qui ne sont pas d'ailleurs la plupart des peintres, alors qu'il y a des peintres naïfs très frelatés, c'est devenu un style de galerie, je crois que ces naïfs-là sont vraiment authentiques. La plupart d'entre eux ont fait ça parce qu'ils ne savaient pas faire autre chose ou faire autrement, mais ils étaient pris par une passion très très forte, et la plupart ont travaillé avec acharnement, malgré les sarcasmes de leur entourage, pendant des années et des années, et ont effectivement abouti à des résultats qui ont fini par créer autour d'eux un public, quelquefois même international. Ce qui était le cas de Cheval au départ, ce qui est le cas de Chaumont ou de Tatin maintenant, ce qui est le cas de Picassiette, des lieux qui finalement sont très visités et qui, même de leur vivant, étaient déjà assez visités à la fin de leur vie. Et vous pensez qu'il faut conserver toutes ces œuvres? Oui, absolument. On se plaint que les arts plastiques en France ne vont pas tellement bien. Ce sont d'abord des exemples extraordinaires que beaucoup d'étrangers viennent visiter. Et d'autre part, c'est une incitation à la création pour n'importe qui, montrant parfois que n'importe qui, à partir de rien, peut faire quelque chose d'extraordinaire par sa passion et sa sensibilité, et en laissant libre cours à son imagination. C'est un stimulant. Comme nous l'a bien fait ressentir Laurent Danchin, l'art brut est l'expression d'une mythologie individuelle, affranchie du régime et de l'économie de l'objet d'art. Ces œuvres, sans destinataire manifeste, sont produites par des personnalités qui vivent dans l'altérité, qu'elles soient mentales ou sociales. Leur production nous renvoie tantôt à la métaphysique de l'art, c'est-à-dire à la pulsion créatrice comme tentative d'élucidation du mystère d'être au monde, tantôt au besoin de réparer ce monde et de le soigner et de le rendre habitable. Alors pourquoi je vous dis ça, cette dernière phrase? Soigner le monde et de tenter de le rendre habitable. Je vais vous parler de Hans-Jörg Georgi. Georgi est né en 1949 à Francfort, et comme tant d'enfants différents, il peine à trouver sa place. D'autant qu'une poliomyélite le prive de l'usage de ses jambes. Alors à défaut de marcher, pourquoi ne pas imaginer des aéronefs capables de nous soustraire de la pesanteur? Dans un acte de sollicitude messianique, il déclare « Je vais faire quelque chose de bien pour le monde. Je vous emmène tous avec moi en voyage. » À cet effet, il se met à construire toute une flottille fantastique, dotée de tous les équipements nécessaires à une expédition longue et éprouvante, et tout le matériau comble de l'ironie est constitué de boîtes à chaussures. Vous avez bien compris, on a un mec qui ne pourra jamais marcher, et qui, à partir de boîtes à chaussures, va construire tout un univers pour se sauver lui-même à travers l'humanité. C'est d'une rare beauté.
En effet, s'accomplit alors ce merveilleux paradoxe auquel l'art brut nous accoutume lorsque les plus déshérités, les moins enviables d'entre nous deviennent ceux-là même qui se mettent à produire du beau, seuls capables de rendre le monde habitable. Et si le monde ne l'est pas tout à fait, de nous offrir le moyen de nous en échapper, dans un geste mu par une empathie inconditionnelle. Géorgie est ainsi le digne héritier d'Utanapishtim, le Noé sumérien dont nous parlent les tablettes mésopotamiennes, vieilles de 5000 ans. L'un et l'autre, pareillement miséricordieux, mettent avec la même énergie leur ingéniosité au service du salut de l'humanité, ce que Géorgie résume sobrement en affirmant « Il n'y a que l'amour, rien d'autre ». La tâche est immense, messianique. Construire une flotte d'avions en carton recyclé qui serviront peut-être de maquettes pour des embarcations réelles afin de nous transporter dans l'espace le jour où la planète ne sera plus habitable. Il nous invite donc à prendre place dans ce convoi aérien qui nous mènera, soyons-en certains, vers un avenir ou des contrées meilleures. Redescendons-nous toutefois un peu sur Terre, me direz-vous, mais écoutons les propos lucides de l'historien de l'art Paul Ardenne. Il n'a jamais été demandé à l'art de sauver le monde, ne serait-ce que pour se porter moins mal et éviter sa propre faillite, partielle ou définitive. Parions ainsi que l'art, à l'instar des maquettes de Géorgie, nous préserve au moins d'une chose, de la barbarie menant au délitement de la société, ainsi qu'à l'anéantissement définitif de l'homme et du globe. N'est-ce pas rien? En reprenant les termes de Paul Ardenne, qui s'intéresse à la position de l'artiste en tant que garant du care, entendu comme des actes de soin ou de bienfait envers autrui, l'attitude de Géorgie concorde finalement avec celle d'un gardien du bien, soit d'une figure nécessaire dont le champ social a permis l'existence, ne serait-ce que pour se porter moins mal et éviter sa propre faillite, partielle ou définitive. Afin de reconstruire un monde habitable, les avions de Géorgie se pensent d'ailleurs comme des villes volantes utopiques. Bâtir une utopie. De la même manière qu'on nous raconte que les dieux ont dessiné une épure sur le sol pour aider notre homme providentiel à la construction d'un navire, les maquettes de Géorgie se fondent sur des esquisses préparatoires aux arêtes elliptiques. Alors moi je suis pas vraiment très fan de son travail de dessin, bien sûr, je trouve beaucoup plus intéressant ses maquettes, mais j'ai quand même passé pour les tableaux une bonne heure à observer tous les détails. Les maquettes ça marche à fond, les maquettes ça peut mettre tout le monde d'accord. Par exemple les dessins, c'est un peu... c'est pas là où on comprend vraiment le projet, mais cependant je trouve très intéressant. Ainsi, toutes les histoires qui nourrissent le mythe de Noé s'inspirent des modèles réels ou imaginaires. Ils rappellent encore le bateau d'Upta-Napishtim, le Noé sumérien, qui comporte quant à lui 7 étages et se lit comme une représentation réduite du cosmos, à l'image de l'arche de Noé. Je crois que la bonté des sages et de Géorgie repose sur une empathie universelle. Il ne s'agit pas tant de sauver sa peau que de rendre possible une vie digne de ce nom pour nos descendants. Si voler dans les airs demeure un vieux rêve, avec l'immortalité que cherche Gilgamesh, les ingénieuses ailes que construit Icare nous extirpent du labyrinthe où les jeunes Crétois se trouvent enfermés et sacrifiés pour repaître l'insatiable Minotaure. Comment ne pas voir que ce monstre incarne la voracité de nos modes de vie actuels, condamnant l'existence des générations futures? Me faites pas passer pour un gros écolo, collapsologue ou catastrophiste. On pourrait penser qu'il n'y a rien de plus onirique et de poétique que de se parer d'elle pour réinjecter un peu d'utopie dans la catastrophe globale annoncée, les dystopies, thème cher sur ma chaîne. Mais n'oublions pas la portée concrète et politique des ponts aériens. L'ascension érotique vers le beau. Chez Platon, la production d'une belle œuvre se trouve justement indissociable de l'éros, qui habite son créateur. L'amour apparaît en effet comme le désir ou l'élan qui, en suivant la voie des mystères auxquels le jeune Socrate est initié par la prêtresse Diotime, nous prouvera, nous portera vers le ciel des idées où brille le beau et le bien. Être animé par l'amour, c'est être porteur d'un enthousiasme, étymologiquement être possédé par les dieux. Un enthousiasme donc qui nous élève, comme les embarcations de Géorgie,
nous conduisent au ciel. L'âme revêt des ailes et brûle de prendre son essor, explique Socrate. Cette ascension du sensible vers l'intelligible s'effectue graduellement et d'universalisation de notre amour. On passe de l'amour pour un beau corps particulier, l'être animé, à l'amour de tous les beaux corps, le genre humain. Puis de l'amour pour une belle âme à l'amour de toutes les belles âmes, soit un principe de philanthropie que l'on rencontre chez Giorgi, jusqu'à remonter vers le beau en soi, dans le ciel des idées auquel participent toutes les belles choses terrestres. La vraie voie de l'amour, qu'on s'y engage soi-même ou qu'on s'y laisse conduire, c'est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers la beauté surnaturelle et absolue. J'avais envie d'aller dans les étoiles. J'aurais jamais pensé qu'un mec handicapé avec des boîtes de chaussures allait me faire des maquettes qui allaient autant me questionner. En effet, on y voit du Miyazaki. On y voit du brutalisme, un côté aussi très Jules Vernesque. Allez, t'as la dose de colle qui met. Peut-être aussi un côté bombardier américain et un petit côté pesant. Je vous montre juste un petit truc, même la galeriste n'avait pas remarqué. Je me suis amusé à un moment à mettre mon capteur caméra à l'intérieur d'un des seuls avions où il y a une ouverture à l'avant. Et là, j'ai décollé, c'est le cas de le dire. J'avais l'impression d'être dans un décor de cinéma ou de théâtre de l'expressionnisme allemand du début du XXe. Voilà les amis, si vous voulez continuer de rêver avec moi, il faut me soutenir parce que je vous dis, je vais pas vous chialer dans les chaumières, mais j'en chie comme jamais. Donc voilà, vu que mes vidéos ne sont pas monétisables, la survie de la chaîne dépend entièrement de vous. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire, non seulement à moi, mais peut-être à d'autres personnes, c'est de la partager, car le but c'est peut-être de prendre de nouveaux vents ascendants dans cette humanité décadente. N'oubliez pas une chose les amis, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Confirme, est-ce que je pue la vieille vase? Ah putain, tu sens la carpe, mec. La carpe? C'est dégueulasse. C'est vrai que j'ai jamais senti. J'ai tout le corps imprégné de merde. J'ai l'impression d'être assis à côté des algues là, je sais pas, c'est dégueulasse. Mais c'est un bel épisode qui sent... Oh, regarde ça. Qui sent... Putain, j'ai les frouses là. Ah, les frouses. Qui sent le... Qui sent la base, putain. Qui sent la base. Mais non, les frouses, je les adore. C'était vraiment... Je suis allé à la frontière de tout. J'ai failli passer.